Hello hello les abonnés du Pige TV. Nous vous invitons à découvrir l'univers mystérieux de l'auteur à la plume fantastique, le merveilleux Nicolas Lancastre. On va dire, c'était pas encore très atypique puisque je commence très tôt je débute dans la mode. Je débute dans la mode vers 16 ans. Je découvre la mode à 16 ans lors d'un show mode à Saint-Claude. Je suis accompagné de ma mère et je vois un show mode à l'époque du genre, bon, un tel porte ça, un tel porte ça. Tu vois un peu la mode classique de l'époque où on fallait commenter les tenues. Et là, je tombe amoureux de cette prestation. Et je me dis, tiens, voilà, un beau métier certainement, ça, commenter, pouvoir lire, pouvoir rencontrer les modèles, rencontrer les couturiers, prendre un petit peu leur life et puis pouvoir ensuite diriger le public. Je me dis, ça va être pas mal comme métier. Et hop, j'en parle à ma mère, je lui dis, mais écoutez, j'aimerais bien apprendre à faire ça. Elle me répond, mais attends, tu vas apprendre à faire quoi là? Déjà, tu ferais bien d'avoir déjà ton bac. Et puis, je doute que ce métier existe en Guadeloupe, donc il faudrait certainement quitter le département. Donc, mais ça, on verra ça après. Bon, donc après mes 18 ans, bon, ça y est, j'ai une tante qui est à Brooklyn. Je lui ai dit, bon, écoute, tante, j'aimerais bien venir chez toi. Parce que moi, je me suis renseigné, je vais être scénariste de mode. Alors, elle me dit, mais c'est quoi encore cette histoire? Où est-ce que tu as retrouvé ce truc-là de fou là? Je dis, mais non, il s'agit d'écrire en show mode comme on écrit tout spectacle. Il s'agit d'écrire en show mode, écrire le déplacement des modèles, prévoir la lumière, prévoir les faisceaux, prévoir tout l'encadrement qui fasse d'un show mode un éclat, quoi. Donc, j'arrive chez elle, comme ça, tac, avec l'accord des parents. Et puis, bon, ben, les premiers temps, comme elle travaille à Brooklyn College, donc elle arrive à me classer à Brooklyn College, mais le seul problème, c'est que, bon, moi, je n'ai pas encore de visa étudiant à l'époque. On arrive pour 3 ans. On arrive pour 3 mois, excuse-moi. On arrive pour 3 mois, et dans les 3 mois, tu es censé repartir chez toi, quoi. C'est clair, net et précis. Donc, je me dis, waouh, comment je vais faire? Alors, tous les jours, je prends un petit calendrier, je commence à cocher les jours, tac, tac, il me reste tant, et puis après, hop, je me dis, mais bon, Nicolas, il te reste plus que 15 jours, t'as pas le choix, hein. C'est où tu restes en clandestin, ou tu retournes chez toi. Alors, comme j'ai une tante super cool, qui a quitté depuis une quarantaine d'années la Guadeloupe pour s'installer là-bas, tu sais, bon, ben, elle me dit, bon, écoute, je ne peux pas te répondre à ce sujet. D'un côté, j'ai ma mère qui me dit, qui compte les jours, et qui me dit, bon, que tu rentres dans 15 jours, etc. D'un côté, moi qui veux rester, mais pour que je reste, il faut que je trouve un boulot déjà. Et pour avoir un boulot, il faut déjà au moins avoir un ID, quoi. Je veux dire, la fameuse green card, ou encore un visa étudiant, quelque chose qui te permet de rester dans le département, enfin dans le pays quand même. Alors, tous les jours, je coche, et puis après, il me reste plus que 15 jours, quoi. Entre-temps, je vais quand même prendre des petits cours d'anglais, etc. Mais il faut quand même partir dans 15 jours. Et puis, je commence à consulter les petits journaux, enfin, les petits journaux, les petites annonces, et je vois un beau jour, tac, tac, recherche, bon, aide cuistot. Alors, je me dis, bah, tiens, je vais aller voir. Ce jour-là, je n'ai qu'un petit token en poche, un seul token. Le token, c'est enfin, je sais pas comment on dit token. Le token, c'est pour prendre le métro, en fin de compte, hein, je sais pas. Alors, j'ai un seul petit token, donc j'ai l'aller, j'ai même pas le retour déjà. Alors, ça veut dire que si je vais à Manhattan voir ce fameux boulot qui est prévu, je serais même pas retourné, je pourrais pas retourner, donc je serais obligé d'enjamber comme tout le monde, comme on se lever à la bonne franquette, quoi. Alors, je prends le risque, quand même. Tac. J'arrive, à Harmony Club, et puis ils me disent, bon, écoutez, non. Je suis désolé, vous vous êtes trompé, c'est pas chez nous. Je pense, on recherche pas d'être cuisinier ou d'être en restaurant, etc. Donc, waouh. Alors moi, j'ai déjà grillé mon token en attendant. Je veux bien rentrer chez moi. Alors, je suis à la 60e, juste en face du célèbre immeuble de Monsieur Trop, d'ailleurs. Et donc, je me dis, waouh, qu'est-ce que je fais? Je peux même pas rentrer. Je vois une petite église juste en face de moi, à la 60e. Je rentre dans l'église, je m'assois, je dis, bon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas rentrer chez moi. Je sors de l'église, et je trouve un billet de 10 $. Je sors de ouf. Donc, du coup, clac, je reprends le métro, je cours, j'arrive à la bonne adresse, on me dit, oui, monsieur, ben, il n'y a pas de problème, donnez votre CV, etc. Oui, ça va très bien, vous pourrez commencer dans 3 jours. Vous nous ramenez bien sûr, vous nous ramenez votre ID, hein, vous nous ramenez, pas votre ID, votre green card, ou encore votre visa étudiant. Je dis, oui, j'ai ça. Mais je ne l'ai pas, en fait. J'attends voir des amis sur le terrain de basket. Moi, je dis, les gars, je dois me présenter dans 3 jours. C'est où j'ai ça, où j'ai pas ça.
Alors un pote me donne sa carte, je colle ma photo et je me présente et je travaille. Une semaine après, enfin 2 semaines après, donc je reçois donc la direction qui me reçoit. Il me dit, bah, écoutez, bon, puisque ça a l'air de bien vous allez bien vouloir vous adapter au travail. Donc notre entreprise, on va donc vous permettre d'avoir un visa étudiant. Donc moi je bosse, maintenant je bosse avec mon petit solde, donc je travaille donc le soir de 18h à 4h du mat. Et la journée, je prends mes cours de mode, mes cours de scénariste. Je vais chez Ivy Nailey, je rencontre une autre amie qui m'a présenté chez Ivy Nailey. À l'époque, Ivy Nailey, c'était la grande école de danse. Hein. Et donc, chez Ivy Nailey, on me dit, ben, écoutez, il y a une autre école qui est encore plus intéressante que ce que celui-là. Avec une petite bourse, etc., ton visa étudiant, ça devrait pouvoir le faire. Je me retrouve à Los Angeles, et là, je reste 2 ans. Et là, je retourne donc chez ma tante. Et là, il m'a dit, bon, il y a un poste, il y a peut-être un poste qui se dégage à l'Ontario, au Canada. Il y a peut-être un poste qui se dégage là. On chercherait une personne, un clapiste, comme on dit à l'époque chez nous, enfin, dans le thème. En fait, c'est une personne qui est censée donc suivre un scénario et préparer donc, tu vois, préparer un peu tous les modèles en fonction du scénario. Si tu sais lire un scénario de mode, donc tu peux peut-être orienter les modèles, etc. Et puis après, bon, ben écoutez, je reste 1 année au Canada, en Ontario. Ça commence à aller bien, mais je commence à m'ennuyer. Je vais faire autre chose, je vais faire de la danse là maintenant. Donc je vais faire de la danse. Donc je retourne à New York, je rentre chez Ivy Nailey, mais là, nouveau galère, on me dit, bon, vous n'avez pas l'aptitude pour faire la danse. Bon, je dis, bon, ok. Et puis, je reprends mon petit job, je retourne voir Harmony Club, et je recommence avec eux, mais entre-temps, je reçois de mauvaises nouvelles. On me dit que bon, ta mère, ça va pas trop bien, donc je pense qu'on allait peut-être penser à revenir la voir. Je retourne en Guadeloupe, je rentre en Guadeloupe, et je monte donc, comment dire, petite sélection de danseurs, quand j'avais bien appris chez Daïdaïlé. Donc, j'ai pris une petite sélection de danseurs de mode, etc. Et puis, on s'installe à tout ceci dans un tapis. On commence à faire des petites répétitions, parce qu'à l'époque, à New York, c'était ça. Hein. Les jeunes n'avaient pas de salle, en fin de compte. Hein. On se mettait sur les terrains de basket pour répéter ou la mode, ou le son, ou la danse, ou le breaking, tout ce qu'on veut. Ça se passait toujours en public. Donc, moi, j'investis là tous ces signes. Et je crois que c'était RCI qui était là à l'époque, je crois. Et puis, j'investis donc la plateforme, et puis on commence à faire des répétitions, etc. Et puis après, je monte une petite formation de mode qu'on appelle les Golden Models. Ça commence comme ça. Et puis bon, ça prend ça. À l'époque, bon, c'était les années quoi. On s'est bien amusé. On va peut-être monter une association d'insertion. On va vraiment faire les choses, je veux dire, structurellement, on peut dire comme ça. Et donc, je monte une association, parce que j'ai une petite grenouille chez moi qui s'appelle Aska. Et cette petite grenouille-là, je lui dis, mais écoute, moi, je lui ai promis de l'emmener un jour en Alaska. J'adore ça. Je me dis, mais un jour, je vais en Alaska. Et je vais emmener la petite grenouille à Alaska, donc je vais l'Alaska. Et je réunis donc un petit comité, hein, d'amis, tout ça, et je me suis dit, bon, on va lancer donc une association, on va le baptiser au nom de ma grenouille. Bon, il y en a qui disent, ah ouais, mais la grenouille c'est hideux, patati, patata, machin, pourquoi tu trouves pas, machin. Je dis, mais écoutez les gars, je monte l'association, c'est ou bien ça s'appelle Aska, ou bien on la fait pas. On fait quoi? Donc on la monte. D'accord. Ok, on y va pour l'Aska. Alors moi j'avais le nom, hein, j'avais pas le sigle en fait. C'est ça le problème. Alors je veux bien baptiser mon association Aska, on veut bien me faire plaisir de me laisser baptiser, parce que il n'y a pas que moi, hein. Mais on me dit, ouais, mais Aska, mais ça veut dire quoi? Si on me dit, ça veut dire quoi, Aska? Tu n'as pas dit que c'est une petite grenouille que tu as rencontrée, que tu veux l'emmener en Alaska, hein? Faut trouver un cible. Alors, j'ai dit, waouh, là, j'ai les boules, là. Alors, je vais voir un ami qui s'appelle France Cab. Je dis à France, écoute, France, faut que tu m'aides. Je sais que France, c'est un canon littéraire. J'ai dit, écoute, il faut que tu m'aides. Je dois baptiser une association au nom d'Aska. Mais franchement te dire, je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire, Aska. Il faut que je trouve un cible. Il me dit, on fait ici, moi, tu m'as là, tu viens me voir, j'ai une réunion tout à l'heure, comment on pas Aska, Grenouille, Alaska, machin. Moi, j'ai mon boulot, Nicolas, etc.
Il me dit, écoute, demain matin, je te fais ça, viens me voir. Demain matin, je l'appelle, il était sur Basse-Terre. Je lui dis, écoute, ça peut m'aider. Il me dit, ouais, fais une vidéo là. Il me dit quoi? Il me dit, mais, attends, alors, ASCA, alors. Il me dit, alors, il me dit, A, association, S, solidarité, le C pour la création, et le A pour activité. Je dis, mais non, c'est pas bon, c'est un tonnerre de Dieu, ce gars-là. Donc, je suis content, je retourne voir mon équipe, ça y est, l'association a un nom, et un sigle, il y a une raison. On prend pas un Dieu, qu'est-ce que ça veut dire, ou quoi, je veux dire. Et puis, c'est bon. Entre-temps, effectivement, ma très bonne amie Claudine, elle est partie, donc je suis un petit peu, on va dire, désemboîté d'un pas, puisqu'on avait quand même fait pas mal de choses avant, et puis, on lance, et puis quelques temps après, elle me dit qu'elle revient. Elle revient, on va le juste dire, waouh, voilà, si tu reviens, on va cartonner là. On va mettre là-bas au très haute. Et on décide effectivement de créer les chariots de l'espoir. Elle me dit, moi, ce que j'aimerais bien, c'est faire une association, c'est faire une action qui soit en faveur des personnes démunies. Parce qu'elle aime ça, etc. J'aimerais bien faire m'occuper absolument de ça. Alors, cette partie sociale, tu me la lègues. Moi, je fais les chariots de l'espoir. Donc, je vais voir toutes les personnes qui sont les mairies, les personnes qui sont démunies. On va récolter des dons, etc., etc. Et on va l'appeler les chariots. Je dis, mais alors, je dis, mais si on va l'appeler les chariots de l'espoir, il faudrait déjà qu'on ait une belle charrette, quoi. Un beau truc, quoi. Au départ, on charrette à bœuf, on mettait un peu dans son feeling, quoi. Elle m'a dit, alors on commence à chercher qui pourrait nous passer. Puis elle nous dit, bon, on se renseigne, on nous dit, il y a une personne qui pourra vous aider en Guadeloupe. C'est une personne qui est vraiment dans le monde associatif, il connaît les bœufs, il connaît tout ce qui est de chariot, machin comme ça, il pourra vous aider. Et cette personne s'appelle Harry Chalus. On va le voir, on dit, mais c'est une très bonne idée, les gars, ce que vous voulez faire là. Donc, le 24, on belle charrette bannique, on charrette et tout, on décore là, on décore ça, on amène ça à continent, on commence à récolter des dons et tout, et puis lui, comme il est bien ancré dans le monde associatif et il connaît un petit peu partout les commerçants, donc il nous recommande, on commence à récolter des dons partout, et puis ça y est, c'est monté, et puis on fait les chariots de l'espoir. La première année, on fait 1,5 tonne de récupération de dons alimentaires. La seconde année, on fait pour le 2 tonnes 5, on prend ces 3 tonnes, parce que ça gonfle au fur et à mesure. Et quand on voit que ça commence à gonfler, on s'est dit, bon, ben, écoutez, on va structurer la chose. On demande à chaque commune de nous remettre, donc, la liste des personnes démunies. Nous, on fait des paquets. Et eux, ils viennent récupérer, ils vont distribuer sur le terrain. Comme ça, chacun sa part. Nous, on récolte et eux, ils distribuent. Donc, du coup, on est devenu l'association, vraiment, tu vois, on veut dire plus que légal, puisqu'on était dans la crème même de l'humanité, donc on faisait des actions sociales, donc ça plaisait à tout le monde, ça plaisait aux mairies, ça plaisait aux actions sociales, tout le monde était content, et ça bougeait. Mais le problème, c'est qu'un beau jour, nous, c'était seulement à Noël, donc on faisait cette action-là. Et puis un beau jour, on nous dit, ouais, mais attendez, mais les gens commencent pas à nous voir tout le temps. Alors on s'est dit, ouais, mais comment on va faire? Alors, on va frapper à la porte de la région, on va voir Madame Michel Chauvin, on dit, écoutez, voilà, on a monté une petite association, on commence à, oui, on va monter les là, avec une machin, oui, mais ça, voilà, son bon travail, ça fait là, vous faites bien, faut pas une monde frapper, participer à frapper. On dit, oui, mais madame, on peut plus, parce que là, les gens viennent nous voir tout le temps, on sait plus comment faire. Alors, elle nous dit, écoutez, ce qu'il faudra faire, c'est bien structuré, donc la région va vous aider, mais il faudra bien planifier tout. Parce qu'il faut que vous ayez un commissaire au compte, et patati, patata, etc. Donc, on dit, ok, on y va. À ce moment-là, donc, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, écoutez, mais on n'a toujours pas assez, donc, on lui dit, écoutez, ce qu'on va faire, il faudrait donc, vous octroyer à trouver un correspondant, donc, concernant, donc, la distribution des aliments là, en grand. Éventuellement, il faudrait voir la banque alimentaire. Donc, je vous recommande, à Paris, vous irez voir quelqu'un et on va voir comment on peut constituer ça, monter ce projet-là, etc. Donc, tout est parti. La banque alimentaire a été créée, on est parti sur ces gros projets. Et puis ensuite, en fait, on n'a pas créé nous-mêmes, parce que comme on avait déjà l'ASCA, on n'a pas créé la banque alimentaire. C'est vraiment, on a lancé le projet, on a lancé le contact, et la banque s'est créée. On a fait confiance à un ami qui a créé la banque alimentaire. Ensuite, on s'est dit, bon, puisqu'on a déjà bien boosté sur le plan social, pour encore quadrupler cette force-là, on va créer une base culturelle, c'est-à-dire des actions culturelles au sein même de l'association ASCA, et dont est venu M. Guadeloupe. Et je me disais, il fallait créer une action qui soit tout à fait différente, qui change, et donc M. Guadeloupe prend naissance. Pourquoi pas M. Guadeloupe? Parce que nous, ce que je voulais mettre en place, c'était
une action culturelle, mais qui répond également à un besoin dans le département. Alors pourquoi un besoin? Parce que Monsieur Guadeloupe, c'était pas une action culturelle sur le plan physique, c'était plus toujours dans le domaine de l'accompagnement, de la découverte de compétences, mais de la découverte de soi. Donc il fallait que les candidats à Monsieur Guadeloupe aient un projet, que ce soit social, culturel ou économique, il fallait qu'ils aient un projet qui réponde à un besoin dans le département. Donc, on avait vu la préfecture qui nous avait donc confié tous les grands besoins qu'on a sur le plan économique, développement culturel, développement social, etc. Et eux, ils devaient répondre à un projet. Et dans le cadre de ce projet-là, donc le meilleur projet avec l'ensemble des critères, il fut devenu M. Guadeloupe, comme par exemple Théobald qui avait proposé un super projet sur le sport, etc. Et on a vu le résultat, ce que ça a donné, et puis tous les autres qui sont passés, Steve Marinesno, etc. Donc ils ont tous été porteurs de projets très intéressants qui a permis donc le développement sur une base économique par la suite. Voilà. C'était ça un petit peu. Et puis l'escale donc a continué pendant des années comme ça jusqu'en 2004, je crois. Donc c'était, si on peut retracer un petit peu rapidement mon petit tracé, on va dire, c'est un peu, on va dire ça comme ça. Alors comment ça a commencé? Pour remonter aux origines de l'écriture chez moi, je pense qu'il faut retenir vraiment dans mon enfance, dès l'âge de, on va dire, 10 ans, 11 ans, puisque j'avais un courant particulier avec les arbres. J'avais un courant particulier avec les arbres, c'est pas les gros arbres, les cajous, les figuiers maudits, ces arbres avec ces racines énormes, etc. Et j'avais tendance à leur parler. Et parfois, à prendre à prendre des épines d'orange et de leur écrire des mots. Et donc, quand on était un petit peu plus comme 13-14 ans, on avait tous, chacun, on avait toujours dans la cour, parce que moi j'étais élevé au sein d'un village à Saint-Claude, où tous les garçons de l'époque, on avait tous une petite maisonnette, on peut dire une petite case quoi, dans les arbres. Donc j'avais ma petite case, on avait tous chacun notre petite case, et il y avait souvent la guerre, il fallait pas aller dans la case de l'autre, qu'elle les parlait, etc. Et donc mon histoire avec l'écriture a commencé comme ça, parce que moi j'aimais bien écrire. Alors, je prenais chez moi, je rêvais d'être enseignant. Donc qu'est-ce que je faisais? Je prenais un bout de carton, j'allais dans les bois, je plantais un clou dans le carton sur un manguier, et je commençais à écrire. Et mes élèves, c'était les manguiers, c'était tous les arbres qui étaient à côté, c'était mes élèves. Et je leur donnais cours, je leur faisais cours en fin de compte. Je leur disais, bon, etc. Et je leur faisais cours. J'avais mon bâton parce qu'à l'époque, quand tu étais à l'école, c'est quand même qu'amener le petit bâton pour que la maîtresse se tape un, ensuite tu fais des conneries, hein. Donc voilà, on allait chercher des petits roseaux et tout comme ça pour les maîtresses. J'avais un petit roseau aussi pareil. Et je tapais sur la feuille, sur l'arbre, sur le manguier, sur celui-là, parce que tu es discipliné, etc. Et je leur parlais, je faisais cours comme ça. Et donc, je commençais à écrire comme ça. Toujours à écrire des histoires. Bon, ce manguier-là, cette année, il n'a pas porté plus. Ben, j'appelle, le mandarinier, il a eu moins. L'oranger, cette fois-ci, il a eu plus. Mais tiens, le Poitou, cette année, je sais pas si c'est là, mais il a plein de verres dans le Poitou. Des trucs comme ça. C'était toujours des histoires comme ça que j'écrivais sur le tableau en faisant cours aux arbres, aux plantes, à la nature. Enfin, c'était mes élèves, parce que j'avais pas d'élèves. Donc, en fait, ça a commencé comme ça. Et puis, j'allais à Buis-Habitants également, en vacances, monter avec les Buis-Habitants. Donc, on avait ma grand-mère qui était là. Elle faisait des petits pains en bonhomme. Et puis, moi, j'écrivais des petites histoires comme ça. J'ai commencé à écrire pas mal de petites histoires. Et puis, je pense que cette histoire de connexion avec la nature, de vouloir écrire l'écriture, ça commence vraiment à cet âge-là, où j'avais l'impression d'avoir des élèves qui étaient, mes élèves, c'était la nature, c'était les arbres, c'était les plantes, etc. Et je pense qu'à force d'écrire pour eux, ça a créé cette envie cette pulsion de vouloir m'exprimer après. Mais je dirais pire, de vouloir personnifier la nature. C'est-à-dire les plantes, les arbres, tout ce qui était verdoyant, pour moi, c'était un être à qui il fallait lui donner la parole. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et donc, il arrive à cette époque où on a le Pokémon
Tu connais le Pokémon, donc quand j'ai vu le Pokémon, j'ai trouvé que c'était vraiment un projet extraordinaire. Moi, j'étais sous le coup, sous le charme. J'ai dit, waouh, voilà un projet qui est extraordinaire, pouvoir suivre un petit peu à droite à gauche des objets, etc. Puis il y avait, c'était la grande mode du Pokémon. Et je me suis dit, ben, tiens, ce serait bien qu'on fasse, qu'on puisse écrire un projet de ce type en Guadeloupe, avec un petit raccoon qui serait dans la nature, aux mamelles. C'est mon lieu de prédilection qui me parle tellement. Les mamelles, c'est impressionnant, quoi. Pour moi, c'est quand même l'un des plus beaux parcs de France. C'est, c'est, pour moi, c'est un lieu inestimable en Guadeloupe. Et donc, en fin de compte, je me suis dit, bon, on serait donc un raccoon qui serait donc aux mamelles, qui vit aux mamelles avec ses parents. Et nous, le jeu aurait pour but de l'aider à tromper la vigilance des chasseurs. Donc on pourrait lui dire par exemple, hey, tiens, il y a un chasseur là à droite, à gauche, et on pourrait l'aider avec nos petites manettes là sur le truc, on pourrait l'aider à éviter, tu vois, la chasse que leur font les chasseurs, quoi. Et donc là, ça part dans ce sens, ça part dans cet esprit-là. J'ai réuni des amis, ils me disent, ouais, mais bon, les gars, tu es bien gentil, Nicolas, tu vas chercher un Pokémon, tu imagines un peu le flux qu'il va falloir faire pour faire ça, etc., etc. Je leur dis, bah, écoutez, les gars, mais qui ne tente rien en rien, on peut essayer de voir, on peut essayer de trouver des mécènes, moi, je connais un petit peu de monde, un petit peu à l'extérieur, bon, on peut voir sur Paris aussi, donc on peut essayer de voir, et puis on peut en parler à la région, et tout, etc. Bon, on me dit, ouais, ils vont pas t'aider à faire ça, machin, etc. Bon, je me dis, bah, écoute, Nicolas, puisque tu es avec sa plante, ton idée ne passe pas, c'est pas comme avec l'ASC, etc. Là, c'est un petit peu plus fou. Donc maintenant, il vaut mieux te recentrer sur ce que tu sais faire. Je me suis dit, ben écoute, voilà, je vais me concentrer sur un livre et je vais écrire l'histoire des canottes. Alors, ce ne sera pas du tout un Pokémon, ça n'aura absolument rien à voir, mais je vais inventer une histoire qui me permettra de faire apparaître mon raccoon comme j'adore les raccoons. Alors, je pars sur, je me dis, ben tiens, pour que ça puisse partir sur un bon plan, il faut que j'écrive une légende, et je pense à une légende où le rhum inventé serait, le rhum qu'on boit là serait faux. Alors, dans mon histoire, dans le premier tome, pour aller rapidement, dans ce premier tome-là, on trouve, Canotte, c'est qui? Canotte, c'est un esclave qui vit dans un champ de canne, parce que sa femme est morte, et comme sa femme est morte dans ce champ de canne-là, il n'arrive pas à se remettre, donc il vit dans ce champ de canne-là, et un beau jour, la déesse de la canne, qui est Fleur de Sucre, lui dit, mais écoute, puisque tu souffres autant toujours tout seul, et que tu n'as pas d'amis, tu es malheureux, moi je vais t'offrir une recette qui te permettra de transformer la canne en une boisson qui va te rendre très célèbre et très riche. Alors, donc, Canotte, il est content, parce que la déesse lui a promis ça, mais il attend tous les jours, et puis, comme la déesse lui parlait souvent lors de la pleine lune, un beau jour, Canotte se confie quand même à un ami, il lui dit, écoute, tu sais, je pense que la déesse va me donner quelque chose qui va nous rendre très riche, etc. Et qu'est-ce que l'ami va faire? L'ami, ça se passe dans une plantation, ça se passe sur le site de Dorboussi à l'époque, hein, dans la légende, hein. Qu'est-ce que l'ami va faire? L'ami va en parler, donc, au maître, il dit au maître, ben voilà, il semblerait que Canotte parle à la déesse, et patati, patata. Alors le maître qui se met à surveiller Canotte, bien sûr, parce que bon, les gars ils prennent tout au sérieux. Donc je dis, bon, il parle à la déesse, donc certainement il aura de bonnes nouvelles. Et donc, Canotte se retrouve à être épié sans le savoir. Et le jour que la déesse lui offre donc cette recette, qu'est-ce qui se passe? Il pense qu'il est seul, mais il n'est pas seul en fin de compte. La déesse lui parle, Canotte a une petite aiguille, et comme il avait appris à lire et écrire, donc il écrivait les notes qu'il entendait de l'esprit de la déesse sous un bout de canne, quoi. Il prenait les notes. Mais malheureusement, ce jour-là, ben écoute, il s'endort. Après, il dépose sa canne, tac tac, à côté de lui, et il va s'endormir, et puis paf, la canne disparaît pendant qu'il dort, parce qu'il va la cacher quelque part. Donc le maître l'a vu, il a récupéré la canne, et le lendemain, qu'est-ce qui se passe? On apprend que le champ de canne a pris feu. Alors Canotte, dès le début de l'histoire, Canotte meurt en fin de compte. Il meurt brûlé dans ce champ de canne-là. Donc la canne, effectivement, le maître, il a la canne, il sait qu'il y a la recette secrète dessus qui lui permettra d'être très riche, parce qu'il a entendu. Mais sauf que ce que le maître n'avait pas prévu, c'est que, entre-temps, la déesse de la canne, elle avait tout suivi. Elle a vu que Canotte a été dépossédée de la canne, elle a vu que le feu a pris comme par hasard, etc. Donc, qu'est-ce que la déesse a fait? Elle a donc modifié, elle a commandé la canne, elle a modifié, donc elle a commandé un pouvoir à la canne de changer les notes. Donc, les notes sont chez le maître,
mais les notes ont bougé. Donc, quand on réalise la première bouteille de rhum, par la suite, cette bouteille-là, effectivement, elle est fausse. Nous sommes d'accord. Puisque le menu a été changé, il sait pas, il fait une bouteille, il est content. Cette bouteille-là, donc, prend le départ pour être remis au gouvernement français. Donc, la bouteille prend le départ et on va confier à Costaud. On lui dit, écoutez, tu dois ramener cette bouteille-là obligatoirement au Havre et remettre à une personne X en main propre. Sinon, si tu ne reviens pas avec cette bouteille-là, et toi et ta famille, vous allez tous périr dans le village. Le bateau, le voilier prend la mer, mais entre-temps, puisque sur toutes les îles de la Caraïbe, et les îles anglaises, etc., françaises, etc., tout le monde sait qu'il y a une bouteille qui va pas lancer, hein, de droite à gauche, sur les îles. On sait qu'une bouteille a pris naissance, il paraît que c'est une bouteille extrêmement précieuse, qui aurait tous les pouvoirs du monde, enfin, ça parle dans tous les sens, capable de vous rendre invisible, comme on peut le raconter d'ailleurs. Et donc, cette bouteille-là serait sur la mer, en train de voguer vers la France. Donc, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Les pirates attaquent le voilier, donc toutes les îles envoient des pirates, le voilier est attaqué, donc la bouteille se recouvre au fond de l'eau, on ne sait pas trop bien quoi. Ceci dit que le bateau est brûlé et Costaud arrive à se sauver avec cette bouteille-là. Il se sauve comment? Parce qu'il arrive quand même à plonger, juste quand il voit arriver les pirates de la Caraïbe, il plonge. Et puis, il reste caché sous l'eau quelque temps, parce qu'il est un beau banal, il arrive à respirer, et à se faire un petit chemin. Et il y a son ami, la deuxième personne qui est survivante, c'est un petit raccoon qu'on appelle donc Rag, qui était donc le raccoon du commandant du bateau, qui est sauvé également. Donc, ces deux amis-là, le raccoon et Costaud, deviennent les plus bons amis du monde, et se disent que si Costaud ne peut pas retourner chez lui, puisque s'il retourne chez lui, il va être mis à mort sans la bouteille. Alors, il se dit, là, lui dit, mais écoute, de toutes les façons, que tu retournes avec la bouteille ou sans la bouteille, tu risques d'être mis à mort. Alors, qu'est-ce qu'il décide? C'est de faire tous les sites, les plus beaux sites de la Guadeloupe, partir à la recherche de faire toutes les 32 communes de la Guadeloupe, faire le tour de l'archipel et chercher le plus beau site pour cacher la bouteille, le temps de trouver une solution pour aller sauver ses parents. C'est ça le premier tome. Donc, dans le premier tome, vous avez effectivement tous les pistes qu'ils ont visités. C'est le premier tome. Et dans le deuxième tome maintenant, on a une piste qui se dégage parce qu'en fin de compte, sous celui-là, on a une piste qui se dégage et on sait éventuellement où serait cachée cette fameuse bouteille. Mais dans ce deuxième tome-là, les choses se compliquent énormément puisque ça va aller très vite entre la soufrière, les mamelles, parce que nos héros, ils recherchent donc, ils veulent se rendre à Darboussia. Mais ils vont vers le sud de la Bastère. Ils savent pas, en fin de compte. Eux, ils sont attirés par la montagne. Ils se disent que s'ils se rapprochent de la soufrière, ils verront automatiquement où se trouve le village. En fin de compte, en cherchant Darboussia, ils se retrouvent à Bastère, en fin de compte. Et là, entre-temps, puisque les choses ont empiré, Costaud n'est pas revenu comme il était prévenu. Le maître a su effectivement que le bateau avait été attaqué, mais comme Costaud n'a jamais été retrouvé ni la bouteille, il s'est dit que bon, Costaud l'a fait sur lui, donc il a dépêché toute une équipe de chasseurs sur toute la Guadeloupe pour retrouver Costaud et la bouteille. Et donc dans cette édition, dans ce deuxième tome, on est les choses se corsent, parce qu'on est dans la fosse aux retrouvailles, où plein de prisonniers vont se retrouver, et les choses vont se dégrader terriblement, et je ne peux pas en dire plus. Voilà. Alors, déjà en Guadeloupe, il y a des sites extraordinaires que j'ai découverts, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert parce que j'ai dû faire quand même beaucoup tourner pour pouvoir remonter un petit peu la piste que je raconte sur mon livre, j'ai quand même fait pas mal. Et il y a des sites sur le nord de la Bastère, sur le sud également, qui sont extraordinaires. Bon, je vais pas dire la Soufrière, parce que la Soufrière, c'est mon enfant, c'est extrêmement personnel. Donc c'est vraiment mon petit cœur, quoi, la Soufrière. Mais on a visité des sites vraiment extra,
que je ne vais pas trop citer puisque bon, j'aimerais bien que les gens le découvrent à travers le livre, mais que ce soit du sud, du nord, de l'est de la Guadeloupe, il y a vraiment des trucs que vous ne pouvez pas vous imaginer, hein, des sites connus et des sites pas connus, non connus, mais des sites extraordinaires. Alors maintenant, effectivement, si ta question est beaucoup plus, je veux dire, plus mondiale, sur l'extérieur, eh ben, il y a des sites qui m'ont énormément marqué, comme, je dirais, le Triangle d'Or en Inde, par exemple. Le Triangle d'Or, je pense que parmi ces sites-là, c'est parmi le Triangle d'Or, ou ça y a en Chine, ou encore la Thaïlande. Ce sont des sites qui m'ont beaucoup marqué, qui m'ont permis effectivement de comparer nos sites touristiques et ces sites-là qui se valent énormément, quoi. Donc nous, tout pour vous dire que même si j'ai fait de très beaux sites dans le monde entier, mais je pense que chez nous, on a un trésor caché qui est jusqu'à présent inconnu de nous-mêmes. Certains sites sont vraiment inconnus de nous-mêmes, on n'a pas idée. Voilà. Donc pour moi, la Guadeloupe, c'est vraiment un petit trésor qui mérite encore d'être découvert. Je pense que c'est le personnage qui m'a le plus marqué de tout, parce que c'était une rencontre un peu spéciale où on se retrouve, on a quoi, peut-être, je sais pas, peut-être la vingtaine, et puis grâce à l'association, comme j'ai dit tout à l'heure, on commence à faire des choses, et puis un beau jour, elle me fait savoir qu'elle souhaiterait que je sois que je fasse partie de sa liste, en fin de compte, pour les régionales. Je lui ai dit, mais madame, moi, ça m'intéresse pas du tout. Vous imaginez, moi, un costume, non, c'est pas pensable, quoi. Je me voyais très mal. À l'époque, j'étais un petit peu stupide, quoi. Je me disais, ouais, mais un costume, tu vas être complètement con avec ça, quoi. J'ai dit, oh, ça va pas le faire, quoi. Alors, je lui ai dit, ah non, je veux pas. Et donc, je lui ai dit, mais prends quelqu'un d'autre et tout. Et elle dit, mais voilà, comment ça, vous faites un décembre. Viens demain à casa, quand même, tu as mon gars, vous me faites un décembre. Alors, le lendemain, je me retrouve chez elle, on a rendez-vous à 8 heures, dans la petite cuisine et tout, on part. Elle m'a dit, bon, on va déposer la liste. Elle a été déposée sa liste. Mais je sais pas qu'à 10 heures, il y a une grande réunion chez elle pour la liste, parce que la liste est censée déjà être déposée. Alors là, ce jour-là, tout le monde débarque, tous ceux qui ont machin, qui ont bossé pour la liste et tout. Et là, ils se mettent à se chamailler, à se tirer les cheveux, moi devant, toi derrière, etc. Il y a une bonne femme, un élu du Gosier qui sort des rangs, qui commence à injurier la dame, telle ta maman, tu m'avais dit que je serais deuxième, je suis troisième, parti type. Alors moi, je suis complètement écœuré, je suis catastrophé, je me dis, mon Dieu, heureusement que j'étais pas entré dans cette danse-là, quoi. Parce que je pensais pas que les gens pouvaient avoir une telle haine pour ça. Et c'est pourquoi elle m'a fait venir, quoi. Elle savait que j'aurais été choqué par ça. Et il m'a dit, vous voyez maintenant, est-ce que vous allez casser mon assaillé? Mieux quoi, vous mettez pour mon butin, alors, l'issue m'a déposé de bon matin. A déposé, et puis où? Et il me quoi, vous me dit, il pas où ça, l'issue a déposé. Et moi, c'est quoi le truc? J'ai dit, mais c'est pas possible. Et là, on découvre qui est qui, quoi. Et je découvre ce monde de la politique qui est un monde complètement ouf, quoi. Et là, pourquoi je dis qu'elle m'a beaucoup marqué? Parce que, en stratégie, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je ne pensais pas que c'était, je n'avais jamais de cette stratégie. Je vais rapidement une petite anecdote, hein, parce que celle-ci, elle est vraiment, c'est pour te montrer un petit peu la puissance de cette dame-là. Je lui ai dit un jour, ben écoute, on a un souci. On a dit, puisqu'on est sur le terrain, on bosse avec elle. Je dis, on a un souci là, donc on a distribué des aides pour les pêcheurs dans une commune, je sais pas c'était. Et puis, mais ces aides-là, pour acheter des moteurs, etc. Mais personne n'a acheté des moteurs. Donc on est bien embêtés là, puisque les gars, ils ont reçu les subventions, ils n'ont pas reçu les moteurs, personne n'a rien fait, quoi. Donc, elle me dit, mais comment ça, vous aurez dû voir, vous aurez dû suivre, patati, patata, etc. Je dis, mais non, mais madame, on ne sait pas, nous, on a appris que personne n'a rien acheté, donc maintenant, quand on viendra faire pour faire l'inauguration du parc de pêcheurs et tout ça, mais il y aura que des vieux moteurs. Elle dit, mais réunissez-moi tout le monde, je veux voir tout le monde, réunissez-moi tout le monde. Alors, on part en machin, on part sous les lieux, on réunit tous les pêcheurs, on leur dit, bah, écoutez, madame la présidente veut vous rencontrer, elle veut faire un petit point, ne vous inquiétez pas, c'est pour vous parler du projet, de développement, etc. La bonne femme, elle arrive, tac, elle fait son petit speech, machin, etc. Et puis elle me dit, bon, écoutez, hein,
en peut que tourner trop épisode là, hein. Je dis moi comme ça que je prends l'argent en bas là, je acheter l'argent monte là, je acheter télévision, je acheter couche neuf, je acheter chaise, table, tout le temps. Alors, parce que la salle était pleine, hein, pleine à craquer, hein. Alors, moi, ce que je sentais besoin des autres, à qui on peut chercher à partir à casa, à partir à 3h du matin, à qui on peut à 2h30, 3h, et c'est mon acte dimanche là, à qui on va lever, à 8h, à 9h, à 10h, à 11h, machin, bon. Tout ça pour me dire ça, que j'ai fait ça. Toute la région dit que c'est ça qu'ils ont fait. Moi, quand j'entends bien, si on pêchait à partir à 3h du matin à Kazaï, est-ce qu'ils peuvent avoir chanter télé puis regarder télé? Et là, on est là comme ça. On était écroulés. La dame, la bonne femme, elle a vu que la salle est pleine. Il y a 200 personnes à prendre. Elle a oublié tout le monde. Elle s'est mis en poche tout le monde. Et du coup, elle est devenue une reine dans le quartier. Et cette stratégie politiquement impressionnante, quand on a vu ça, on s'est dit, mais c'est pas moi, celle-ci, elle m'a marqué toute ma vie. Je dis parce qu'elle nous a dit, oui, ça y est, ça va pas se passer comme ça, allez voir. On s'est dit, waouh, parce que bon, il faut l'avertir que les fonds n'ont pas été utilisés. Mais là, elle nous dit, mais non, pas du tout. Elle nous dit, mais écoute, non, c'est pas un problème. Il y a ces problèmes ailleurs, il y a que quand on a appris, machin, mais pour l'instant, moi, je suis en politique. Et nous avons voté dans un mois. Donc, pour l'instant, là, moi, j'ai fait le plein. Et c'est ça, et ce type de stratégie, ça m'avait beaucoup marqué parce que je ne comprenais pas, je n'imaginais pas, parce qu'on m'avait parlé tout le temps de cette dame, mais je n'imaginais pas qu'elle était capable d'une telle stratégie, quoi. Elle était vraiment née pour la politique, elle était vraiment faite pour ça, et je pense que sur le plan local, c'est le personnage qui m'a le plus marqué. Sur le plan international, maintenant, je dirais Karl Lagerfeld, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Paris. Et c'est le personnage, pour moi, quand il est décédé, pour moi, c'était fini. On n'aurait plus jamais de show mode, on n'aurait plus jamais tout ça, on n'aurait plus... Bon, la mode continue, mais c'est vrai que la mode ne sera plus jamais pareille. Tous ces grands shows écrits de A à Z, tout ce qu'on voit, bon, on a encore des shows. Je veux dire, on a de beaux spectacles. Olivier Austin fait des trucs extraordinaires. Heureusement qu'il est là, quand même. Mais les écritures de Karl Lagerfeld, et même un petit peu avant, lui, avec Inès de la Fressange, etc., je pense que ces écritures scéniques-là, il y a que la France qui possède ça. Les show modes en France sont uniquement français. On les voit nulle part au monde. Nulle part, nulle part. Et c'est pourquoi quand tu regardes Miss France à Paris, que ce soit dans n'importe quelle région de France, Miss France ne ressemble à aucune autre élection au monde. Miss France, c'est la plus belle élection du monde. Pourquoi? Parce que les autres, ce sont des défilés, quoi. Parce que même Miss Univers, ce sont des super shows où ça danse. Mais le spectacle le plus chorégraphié qu'on peut dire, c'est quand même Miss France. Alors, chez nous, au niveau de la mode, moi, les deux personnages qui m'ont le plus marqué et qui m'ont marqué jusqu'à aujourd'hui, c'est Dun de Wayed, hein, à l'époque, les shows Dun de Wayed à la Wawak à l'époque, avec des mannequins extraordinaires comme Suzy Palatin, les sœurs Palatin. C'était vraiment la Guadeloupe des années 80 qui faisait exploser le monde. Et puis il y a aussi Jean-Marc Benoît, que j'apprécie tout particulièrement. C'est un jeune qui a un charisme impressionnant, qui fait des trucs extraordinaires. Des regrets, oui, comme je pense que tous on en a avant de partir, hein. Des regrets de spectacles non réalisés. Ça, j'en ai quand même une principalement qui constituait à faire donc une chaîne humaine au départ de la place de la Victoire au Darbo. Donc j'avais écrit ça à l'époque pour le sida. Je voulais faire donc partir une pomme à la place de la Victoire qui arriverait au Darbo par la main. C'est-à-dire chacun se donnerait la main. Ça nous coûtait à peu près 65 000 personnes pour faire ça. Et donc il y aurait une seringue qui représenterait, c'était à l'époque à la recherche du vaccin. Donc la seringue partirait du Darbo
et la pomme partirait donc de la place de la Victoire. Donc, et ce serait chevauché comme ça. Et selon nos études qu'on avait fait, c'était 65 000 personnes et ils devraient la seringue qui représente le vaccin et la pomme qui représente la vie devraient se rencontrer vers Sainte-Marie de Capesterre, un truc comme ça, pour se piquer l'un dans l'autre. En fin de compte, on a eu ça. Et donc, la seringue qui amènerait la vie, qui amènerait l'apport chimique et la pomme qui représenterait la vie, ce serait donc rencontré là. Et on aurait donc 65 000 personnes qui se donnent la main comme ça tout le long de la route. Mais ça demanderait effectivement à bloquer, à paralyser toute la Guadeloupe, c'est-à-dire depuis Pointe-à-Pitre jusqu'à Basse-Terre, une journée. Et je crois que le défilé, l'emboîtement des mains devrait, selon pour toutes nos études, ça aurait pris à peu près 1h30 pour le temps qu'on se donne la main, tout ce qu'on fasse sur la règle, mais ça va mobiliser toute la matinée, donc le département. Ça voulait dire que pour joindre Pointe-à-Pitre, il aurait fallu passer par Bouillante, et donc on n'avait pas tous les moyens qu'on a. À l'époque, on n'avait pas de drone, donc il fallait un hélicoptère qui surplombe tout le monde pour bien montrer que la seringue quitte et qu'ils se rencontrent, ils montent, on se donne la main, on fait passer. Et ça, c'est un show complètement fou, comme parmi d'autres qu'on avait aussi, hein. Il y en avait tellement, comme la bûche que je voulais faire également, une bûche à Noël pour les personnes démunies. Donc c'est une bûche montée dans le Guinness des records. Donc c'est une bûche qui commencerait au début de la rue Faubourg et qui finirait à la fin de la rue Faubourg. Donc, on aurait pour tous les pâtissiers de la Guadeloupe et chacun a fait une bûche de 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres et on aurait exposé cette bûche-là tout le long de la rue Faubourg et on aurait invité toutes les personnes démunies pour leur donner une petite part. Donc, ce sont des projets un peu, puis il y en a eu d'autres, hein. Les bébés géants qu'on n'a pas fait aussi à Basse-Terre, qu'on voulait faire un grand bébé géant de 4 tonnes. Donc, des trucs comme ça, il y en a eu tellement, il y en a encore tellement dans les tiroirs. J'aimerais bien en offrir d'ailleurs aux associations parce qu'il y a tellement de projets qui n'ont pas été réalisés. Et puis, un personnage que je n'ai pas rencontré, et qui m'a beaucoup marqué, c'est El Kabash. Ce journaliste-là, ouais, il m'a vraiment giflé très fort. Et je voulais vraiment le rencontrer. Il est décédé avant, j'ai fait El Kabash. C'était pour moi, c'était juste indescriptible. J'avais jamais vu un tel talent chez un journaliste. Ouais, j'ai beaucoup de regrets de l'avoir jamais rencontré. Alors, il y avait beaucoup de projets avec une grande part de folie. Et je pense que celle avec qui j'ai rencontré le plus de difficultés, c'était déjà, on revient encore sur Madame Michel-Chevrui, je m'étais mis en tête de la faire défiler un jour, parmi les showmodes. Et quand on a appris ça au cabinet, waouh, les gens sont montés au plafond. Parce que, vous savez, dans les cabinets, là, vous avez toujours pas mal de gens qui sont là, à savoir, avec des distributions de titres, on sait pas trop bien à quoi ils servent des fois. Et les hommes politiques, ils aiment bien avoir des personnes externes qui leur donnent, qui amènent une aspiration nouvelle. Et donc, je lui avais dit, écoute, moi, parce que avec elle, le courant passait super bien, on emmenait dans les Pitacoques, au McDonald's, parce on voulait vraiment lui tailler une part chez la jeunesse, en fin de compte. Donc, on était dans cette mouvance-là, et je me suis dit, waouh, je vais faire encore mieux, je vais lui proposer de participer à un show mode, parce que comme c'est ma vibe personnelle, donc forcément, c'était tout naturel. Donc je lui ai dit, mais écoute, nous, on a un super show mode chez Alilé Bouillon. On aimerait bien quand tu participes, tu portes une robe de Denis de Vaillette. J'ai dit, mais attends, mais t'es ouf. J'ai dit, non, mais pourquoi? Mais oui, mais non, tu vas pouvoir. Pourquoi dis ça? Pourquoi tu peux faire ça? Mais si, pourquoi dis là? Pourquoi tu faire? Elle dit, mais bon, on parle au cabinet. Alors, quand j'ai parlé de son cabinet, waouh, ils sont montés aussi. Mais qu'est-ce qu'il a, ce gars-là? Il veut toujours m'amener partout, machin. C'était Pitacoque, c'était McDonald's, c'était au cinéma, maintenant, mais où ils vont, ces petits jeunes-là? Et elle se laisse traîner comme ça, avec ces petits jeunes-là, etc., Mais elle appelait les jeunes de l'ASCA parce qu'on la faisait revivre ce qu'elle voulait, en fait, qu'on ils avaient rien compris, en fait. Elle voulait ça, quoi, si tu veux. Alors, il dit, bon, moi, je vais le faire, moi, ce show mode-là. Arrêtez de parler ici, dans mon gars, il fait le show mode-là, ça. Bon, quelle robe que je vais porter? Je dis, mais écoute, c'est très simple, va appeler Denis, il va te dessiner un truc vraiment au top, et tu vas porter cette robe-là. Donc, mais comment on va faire? Il faudrait que j'apprenne à défiler. Bon, on l'a fait venir, elle est venue la veille, elle a commencé à répéter avec les mannequins et tout. Et le jour J, ben écoute, elle a porté une super robe noire avec un super chapeau, comme ça avait très bien porté. Et c'était l'applaudissement, c'était difficile parce que pour moi, c'était un pari fou, quoi, de la faire défiler. Et elle avait accepté, donc voilà. Et puis l'autre pari qui est un peu fou pour moi, c'était faire le Miss Guadeloupe pour Miss France au Sainte.
Ça, c'était un pari un peu osé et fou. Pourquoi? Parce qu'on avait testé autre chose, en fait. On avait testé, j'ai eu l'idée de, de monter toute la bande son, de préenregistrer toutes les bandes son. C'est-à-dire, une fois qu'on aurait mis la bande son dans l'appareil, la bande son lit un spectacle. Donc, tout le monde est chorégraphié. Toutes les chorégraphies sont montées sur les bandes, mais en fin de compte, il n'y a pas d'intersection. Donc, une fois qu'on a démarré la bande son, même l'intro, tout. C'est-à-dire qu'on a mis des jingles d'entrée pour l'animateur. L'animateur, c'est effectivement, lui, il est entraîné également sur une bande. Et c'est que quand la bande commence, c'est lui qui rentre. Quand la bande sort, c'est lui qui sort. Enfin, tout était monté. Et donc, là, c'était un pari fou, quoi. Donc, 2 heures de spectacle en son intégré, qu'on appelle ça. Tout en son intégré. Et là, c'était la première fois qu'on allait faire ça ici. Et là, on s'est dit, bon, si on fait ça, ça va être top. La seule chose, c'est quand on arrive, le show était prévu à 18h30 au sein. Mais quand on arrive, parce que le son, c'est le son qui commande les écrans également. Et donc, quand on arrive sur place, il est 6h, il est 18h, et il fait pas assez noir pour démarrer le spectacle. Donc, on était obligé d'attendre une demi-heure pour démarrer la bande son, parce qu'une fois qu'on va la démarrer, on peut rien faire en fin de compte. Donc, une fois, puisque les mannequins étant, tous les spectacles, tous les intervenants étant entraînés sous une bande son, ils savent que à tel son, eux, ils rentrent en scène. Donc, il n'y a même pas de discussion. Ça veut dire que nous, on pouvait s'asseoir tranquillement au regarder le spectacle et chacun est entraîné sur une bonne. C'était ça, en fin de compte. Je crois que ça, c'était un pari fou, puisque c'était une expérience. Voilà. Ça s'est très bien déroulé, mais il fallait le faire. Moi, je pense qu'il y avait, ça c'est ma vision perso, la civilisation avant Covid et la civilisation après Covid. Ça, c'est ma vision. Donc maintenant, la civilisation avant Covid avait des rêves plein la tête. On rêvait, on savait que demain existait, c'était pas une blague, le futur existe, le passé existe, le présent existe, on va faire des trucs, on va construire des châteaux en Espagne, on va jouer ça, j'irai là, j'irai faire le tour du monde, j'irai un bateau, j'irai en croisière, j'irai, etc. Donc, on avait donc ce besoin, dans tout, il y a une grande part d'illusion. Il faut bien comprendre que l'illusion, c'est l'illusion qui permet le hic de la vie, en fin de compte. Dans tous les rêves, il y a une grande part d'illusion. Mais c'est ça qui fait le hic. Et une fois que le rêve s'éclate, le rêve s'arrête, eh bien, tout s'écoule. Et alors, pourquoi je parle de deuxième civilisation? Parce que on a tendance à minorer la situation, mais depuis le Covid, il y a un vide total. Les gens se réveillent, on a l'impression que chacun est surpris quand il se réveille le matin. Pourquoi? Parce que on y croit de moins en moins à demain. Et c'est pourquoi le rêve a pété. Parce que quand on ne croit plus en demain, donc il n'y a plus de rêve, quoi. Parce que la vie est faite de rêves, avec malheureusement une grande part d'illusion, mais comme on ne sait pas qu'il y a une grande part d'illusion, donc tout le monde rêve. D'accord? Et donc, je pense que mon message aujourd'hui, ce serait que de proposer à tout un chacun de revoir son idéal. Revenir à plus de, je veux dire, à moins de projection peut-être, de revenir sur les bases réelles de la vie et se dire que on a le soleil, on a la lune, on a les étoiles. Ça, ce sont des merveilles du monde, de la planète, de l'univers qui nous entoure tous les jours. Et avant Covid, on avait toutes ces merveilles de l'univers. Et après Covid, on a toujours ces merveilles de l'univers. Donc, il faut qu'on se dise bien que même si le rêve s'est éteint, même si je ne crois plus en demain, même si tout ça, parce qu'on voit bien que les jeunes ne croient plus en rien. En plus, il y a un autre phénomène dont on n'en parle pas, bon, les médias n'en parlent pas beaucoup, mais il y a cette banalisation de la mort. Et ça, c'est extrêmement grave. Cette banalisation de la mort, tous les jeunes qui font ça à 200, machin. J'ai un sujet qui sort d'ailleurs bientôt sur les voitures électriques. On va même pas entrer là-dedans. Donc, à la vitesse que ça déménage. Donc, si cette banalisation de la mort, c'est parce que ils ont tellement vu de gens empilés l'un sur l'autre, ici, dans le monde entier, tous les jours, pendant le Covid. Donc, les gens ont du mal à croire demain. Donc, moi, je dis que il faudrait, le message, ce serait que on puisse se dire que quel que soit, avant ou après Covid, au moins les étoiles sont toujours là. La lune est toujours là. Le soleil est toujours là. Et ça, les vraies richesses qu'on a, ils sont là, ils sont autour de nous. C'est pas le rêve, je veux dire,
il y a cette part du rêve, mais les vraies richesses, on les a. Donc, on peut continuer à vivre. Il suffit de revoir son idéal à plus de proximité avec la nature. Moi, c'est ça. J'ai rencontré une petite équipe vraiment hyper chevronnée, très dynamique. Et je voudrais très sincèrement les féliciter et les encourager à continuer. Parce que moi, ça me rappelle un petit peu mes amis aux États-Unis, les amis que je connaissais qui étaient sur les petites radios libres, les petites bandes FM à New York, dans le downtown, à Brooklyn. Et on a l'impression de reprendre un peu cette ambiance, une petite équipe super dynamique. Vous avez donc une rapidité de l'information qui est extraordinaire. Et je pense qu'on ne peut que leur souhaiter la bienvenue et leur envoyer la force et le courage de continuer comme ça, parce que vous allez vite et c'est bien. C'est des images éclairs, c'est une transmission éclair de l'information. Alors, je ne peux dire qu'un grand bravo au PGTV, bonne continuation, et vous êtes là pour pousser l'information, donc continuez, c'est très bien, allez-y. Bravo au PGTV.